ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga poursuit sa visite en Asie. Hier, il a porté la voix de la Confédération des États du Sahel à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral à Awaza, au Turkménistan. Sous le signe de l'union et du vivre ensemble, la 3e édition de la journée culturelle et artistique Molibemo s'est tenue à Badjangara, une journée riche en couleurs et en enseignements organisée par l'association Meturu. Mercredi 6 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous vous l'annoncions hier dans les journaux de l'ERTM. Les 4 chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier dernier au nord-est de Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, ont été libérés sains et saufs dans la soirée du dimanche 3 août 2025. La libération a été couronnée de succès grâce à la coordination de nos 2 États qui ont mené des investigations avec détermination et professionnalisme. Après leur libération, les désormais anciens otages ont été reçus hier dans la soirée au palais de Koulouba par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les commentaires avec Garibou Pérou. Dimanche 3 août 2025, au crépuscule d'une attente qui n'avait que trop duré, 4 citoyens marocains ont été rendus à la lumière après plus de 6 mois d'un calvaire silencieux. Enlevés dans les confins du nord-est burkinabé à la frontière du Niger, les 4 chauffeurs pris dans l'étau des terroristes recouvrent enfin leur liberté. Mais au-delà du soulagement et du retour des êtres chers, se dessine une réalité plus vaste, plus discrète mais infiniment éloquente, celle d'une coopération exemplaire tissé dans la diplomatie sécuritaire où la stratégie qui a primé sur le tapage et le geste sur le verbe. Cette libération n'est pas le fruit du hasard, elle est née d'une alliance entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale des études et de la documentation du Royaume du Maroc. 2 institutions unies par la volonté de sauver des vies humaines. Dans le silence et la prudence des opérations, les 2 services ont conjugué leur savoir et croisant leur expertise. Ce sont les silences, les murmures du désert, les traces secrètes qu'il a fallu apprendre à lire, entendre et suivre à travers un vaste territoire. Là où la violence se veut aveugle, l'intelligence malienne a imposé sa clarté. Ce triomphe est au fond le témoignage que la solidarité africaine, lorsqu'elle est portée par des institutions souveraines, n'est pas un simple élan de rhétorique. Elle devient à la fois force, outil et exemple. Depuis hier soir, dans plusieurs foyers marocains, on célèbre le retour d'un proche. Mais à travers ces retrouvailles, c'est aussi tout un continent qui peut entrevoir un modèle de réponse face aux menaces transversales, un modèle fondé non sur l'agitation, mais sur l'action, non sur l'improvisation, mais sur la maîtrise. Face à la montée des périls asymétriques, le Mali et le Maroc offrent ici une réponse discrète mais lucide, déterminée mais mesurée et profondément ancrée dans la réalité du terrain. Les 4 chauffeurs sont arrachés à l'obscurité. Ceux qui les ont sauvés ne réclament ni louange ni fanfare. Leur victoire est de notre ordre et elle se lie dans les regards apaisés et tenaces d'avoir répondu sans faillir à l'appel de la patrie. C'est cela peut-être qu'il convient désormais de nommer avec plus de justesse la diplomatie de la sécurité. Suite de la visite asiatique du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il a porté la voix de la Confédération des États du Sahel à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral à Awaza, au Turkménistan. Au nom des 3 présidents, le Premier ministre a noté que les États de l'AES ont été victimes ces dernières années de violation de leur droit à l'accès à la mer. Il a donc appelé les pays en développement sans littoral à une solidarité agissante. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux Mamari Koné et Aliou Touré. C'est ce mardi à 6h, heure locale, soit 23h, heure de Bamako, que le Premier ministre chef du gouvernement est arrivé à Awaza, une zone touristique nationale sur la côte caspienne au Turkménistan. À son arrivée, la délégation conduite par le Premier ministre est accueillie par l'ambassadeur du Mali en Russie, Seydou Kamiseko, et le vice-premier ministre chargé des questions économiques. Après Almaty au Kazakhstan en 2003, Vienne en Suisse en 2014, c'est Awaza au Turkménistan qui accueille cette année les 32 pays en développement sans littoral. La rencontre de 4 jours a pour thème progresser grâce au partenariat.
Le Turkménistan attend beaucoup de cette troisième conférence car elle doit permettre de relever les défis auxquels sont confrontés les pays en développement sans littoral afin de parvenir à un développement durable mutuel. Le thème de notre conférence a une importance mondiale. Cette conférence concerne les dimensions clés de l'activité internationale ainsi que les domaines humanitaires, économiques, le domaine social, environnemental et d'autres. Après avoir dénoncé les obstacles liés aux exportations et la volatilité des cours mondiaux, le secrétaire général de l'ONU a affirmé qu'il ne s'agit pas de citer seulement les obstacles, mais plutôt des solutions. Pour lui, il faut lancer une nouvelle dynamique. Nous devons aussi débloquer des financements concessionnels pour le climat de toute urgence et à grande échelle pour permettre aux pays en développement sans littoral d'investir dans des infrastructures résilientes, un développement durable et une croissance inclusive. Le programme d'action de Awaza fait écho à l'engagement de Séville. Ensemble, ils offrent une feuille de route concrète pour transformer les promesses en capitaux et les capitaux en avancées tangibles. Selon le président de la 79e Assemblée générale de l'ONU, cette troisième conférence se déroule en une année charnière, celle de l'anniversaire des Nations Unies. C'est pourquoi l'ONU vient de décréter le 6 août, journée consacrée aux pays en développement sans littoral. L'Assemblée générale, je peux vous l'annoncer, s'engage à servir d'instance principale de soutien aux pays en développement sans littoral. Nous le ferons à travers un suivi rigoureux de la mise en œuvre du programme d'action d'Awaza. L'examen à mi-parcours est prévu pour 2029. Nous allons également promouvoir le dialogue dans ce contexte, comme nous l'avons toujours fait. Après la cérémonie d'ouverture, place à la plénière, au cours de laquelle les pays ont porté leur message à la connaissance des 3000 délégués. 5 panels de haut niveau seront animés lors de cette conférence. Les différents intervenants lors de la plénière pensent qu'il faut repenser le système mondial pour soutenir les 570 millions d'habitants des 32 pays en développement sans littoral dont les économies restent souvent marginalisées, faute d'accès à la mer. La Confédération AES attend du groupe des PDSL une solidarité agissante, y compris en veillant au respect des textes et des principes internationaux. Nous devons donc nous mobiliser chaque fois que des pays ou organisations ont recours à des blocus, des mesures coercitives unilatérales et autres sanctions illégales et illégitimes comme moyen d'enclavement, de pression politique et de déstabilisation contre les pays en développement sans littoral. Monsieur le Président, c'est donc avec beaucoup d'espoir que la Confédération AES prend part à la présente conférence qui nous permet d'évaluer l'état de mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des PDSL pour la décennie 2014-2024 et d'envisager de nouvelles perspectives prometteuses. Le plan d'action d'Awaza pour la décennie 2024-2034, qui succède à celui de Vienne, s'articule autour de 5 axes dont la transformation structurelle, le commerce et sa facilitation, le transit et la connectivité, le renforcement des capacités d'adaptation, le financement et les moyens de mise en œuvre. Retour à Bamako, où l'ouverture de la session ordinaire de l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel, s'est faite. Pendant 10 jours, la session va examiner 1300 dossiers, des dossiers relatifs à des demandes d'autorisation, de déclaration et de régularisation du système de vidéosurveillance, entre autres. Le point avec Batraoré. Présence massive des commissaires et cadres de l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP à l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2025. La tâche est ardue car les dossiers sont nombreux eu égard à l'évolution numérique où les données personnelles sont devenues le miroir de nos vies au dire du président de l'autorité. Pendant 10 jours, plus de 1300 dossiers seront examinés par nos soins. Il s'agit de demandes d'autorisation, de déclarations normales, de demandes de régularisation du système de vidéosurveillance soumises à l'APDP. Nous aurons également à conduire des auditions de responsables de traitement contre lesquels des procédures contentieuses sont engagées sur la base de manquements présumés aux obligations légales. De même, nous nous pencherons sur des propositions de mise en demeure contre une centaine de structures n'ayant pas répondu à nos invitations à la régularisation de leur traitement de données personnelles.
C'est donc une session exigeante, ajoutera le président qui invite commissaires et cadres de la structure à plus de concentration tout au long des travaux. Vous conviendrez avec moi que cette tâche est immense. Elle exige de nous rigueur, indépendance, impartialité et discernement. Car chaque dossier examiné n'est pas qu'un acte administratif. Il représente un citoyen, une entreprise, une pratique à encadrer et surtout la vie privée de nombreuses personnes concernées par des traitements de données. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre expertise, qui n'ont d'ailleurs jamais fait défaut, pour faire de cette session une étape marquante de notre mandat. Enfin, le président de l'APDP a salué la détermination de ses collaborateurs qui se sont donnés à fond pour la réussite de la mission commune depuis le démarrage des activités en 2015. En 13e région, une enveloppe de plus de 900 millions de francs CFA a été investie dans les collectivités de la région de Diohila entre 2021 et 2025 à travers l'ANICT, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Un montant qui a permis la réalisation d'une soixantaine de projets dans divers secteurs. Toutefois, les collectivités bénéficiaires n'ont pas encore soumis de projets au titre de 2025. Ces questions ont été débattues pendant la session du CROCSAD organisée par le gouvernorat de Diohila. C'est un compte rendu de Moustapha Doumbia et Alassane Sankari. C'est une session ordinaire du CROCSAD initiée par le gouvernorat de Diohila avec l'appui de l'ANICT, Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Au centre des échanges, le rapport semestriel sur la gestion administrative et financière des collectivités territoriales, la situation de la mobilisation des ressources financières et le bilan des projets soumis à l'ANICT pour financement par le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. La région de Diohila étant une nouvelle région, a pu de 2021 à 2025 mobiliser plus de 900 millions pour plus de 60 projets dans divers secteurs. Secteur éducation, il y a le secteur santé, il y a le secteur équipement marchand et le secteur équipement de structure. Les collectivités au jour d'aujourd'hui n'ont pas déposé un dossier de 2025. Nous attendons urgemment, dans un bref délai, le dépôt des dossiers de sous-projets de 2025 pour pouvoir les mobiliser, les valider en session ordinaire qui doit se tenir en septembre. Le cadre est approprié pour saluer les interventions du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales financé par la coopération allemande. Certaines communes de la région de Diohila sont bénéficiaires de ce programme. Je saisis cette opportunité pour remercier les partenaires allemands qui ont toujours été constants dans l'appui à la décentralisation et aux collectivités territoriales en République du Mali. J'invite les représentants des collectivités bénéficiaires du programme, à savoir Benko, Dolendougou, Djébé, Djouma et Kilidougou, à apporter leur contribution afin d'arriver à une mobilisation efficace et efficiente des ressources de cette dotation d'appui conditionnel aux collectivités de la région de Diohila. La rencontre sera sanctionnée par des recommandations dont la mise en œuvre sera suivie par les membres du CROCSAD. Le bureau du conseil communal de la jeunesse de Nara vole le secours du CCRF de Nara qui était en rupture de stock de sang. Sur une prévision de 100 poches, il vient de collecter 58 à cet effet. Ce geste va certainement sauver plusieurs vies en souffrance. Un reportage de Idrissa Keita. Donner son sang peut sauver des vies. Ce geste combien important doit être bien cerné par les potentiels donneurs. Beaucoup ont peur, ils pensent que donner son sang peut-être ça va causer des problèmes après. Alors qu'il y a des spécialistes pour ça. Si tu ne peux pas donner, on va te dire que tu ne peux pas donner. Et si la jeunesse a eu cette idée de nous accompagner en donnant le sang, on ne peut que les remercier. C'est des actes salutaires. Puis, sans donner vie sauvée, Inch'Allah, ce sang va sauver beaucoup de vies. De nombreuses personnes ont pris d'assaut ce matin le CCRF de Nara pour donner leur sang en faveur des forces de défense et de sécurité et autres citoyens dans les besoins. Le préfet du cercle de Nara donne le ton. Il est suivi dans ses gestes par le président du bureau communal de la jeunesse. Qui parle de la santé parle également, c'est-à-dire d'une communauté saine. Et c'est ce souci, à travers ceci, nous avons organisé
cette journée de don de sang afin de répondre aux besoins. Déjà, nous sommes à 58 poches et le don continue jusqu'à la fin de la journée. On comprend tout simplement que les jeunes ont pris la mesure, en tout cas des actes citoyens. Aujourd'hui, ces dons de sang, ils ont posé plusieurs actes avant, mais ces dons de sang prouvent tout simplement qu'ils sont là aussi pour couvrir le domaine de la santé. Cette initiative salvatrice et humanitaire s'inscrit dans le cadre des activités du bureau communal de la jeunesse de Nara. L'initiative d'une autre association citoyenne, la 3e édition de la journée culturelle et artistique Molibemo s'est tenue samedi dernier à Bandiagara, une journée riche en couleurs et en enseignements organisée par l'association Meturu dont le nom signifie une même voix, dans le but de valoriser le peuple dogon à travers sa culture, ses valeurs et ses traditions. C'est un reportage de Agibou Koulibaly et Mahamadou Sidibé. Cette journée culturelle et artistique initiée par l'association Meturu a été marquée le matin par une conférence sur l'utilité du textile, de la parure et de la teinture traditionnelle dans le milieu dogon. Pour les autorités communales, cette initiative renforce l'unité sociale et donne un souffle nouveau à nos expressions culturelles. Ça peut donner vraiment la notion de la culture. Ça peut apaiser les tensions, ça peut amener de vivre ensemble et la paix, la cohésion sociale. C'est un jour de manifestation culturelle, certes. Vous avez parlé de cette conférence de ce matin qui était dans le cadre de faire remémoriser les gens, les faire souvenir que la culture ne se résume pas à ce que je viens de dire tantôt, mais la culture aussi, c'est notre langue, c'est notre mode vestimentaire. D'ailleurs, bref, c'est notre mode de vie. Il a été question de beaucoup de choses ce matin, donc à savoir les problèmes auxquels nos artisans sont confrontés dans le cadre de l'écoulement de leurs produits artisanaux, qui sont confrontés à des concurrences déloyales de l'extérieur. Donc, il nous a été quand même question de chercher à faire en sorte que nos plus hautes autorités puissent prendre connaissance de cela. L'après-midi, la ville de Bandiagara s'est transformée en un théâtre vivant. Au programme, défilé de troupes folkloriques, danse traditionnelle, sketch et poèmes. Ces prestations ont mis en avant la richesse artistique des différents quartiers et villages participants. Il a bien fait de faire cette manifestation aujourd'hui à Bandiagara parce que ça valait le coup. Donc, ce que j'aimerais dire à l'association Meturu de Bandiagara de continuer davantage pour que la paix puisse revenir à Bandiagara. Cette 3e édition de Molibemo, symbole d'unité et de dialogue culturel, montre que malgré les turbulences, la voix du patrimoine peut toujours rassembler. C'est dans une grande cohésion et manifestation culturelle que le cercle de Diré, dans la région de Tombouctou, a célébré sa semaine locale artistique et culturelle Tombouctou 2025. 4 jours durant, les autorités locales, les acteurs culturels ainsi que la population ont fait de cette occasion un brassage intellectuel. Un reportage de Nadim Babasissé. Les 13 communes du cercle de Diré ont démontré leur potentiel culturel lors de la semaine locale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Du 26 au 29 juillet, des jours comme de nuit, les différentes troupes comme Al-Ghanima, Dar Salam, Amdallah, Medina Koura, Al-Kayabe, Diré Koira et Ngorfo Hondo, servant de Djatigi aux 13 communes, ont presté en solo de chant, danse traditionnelle, ensemble instrumental et pièces de théâtre. Chacune des contrées a exposé sa riche culture dans une ferveur totale à travers une mobilisation de taille sous l'œil vigilant des membres du jury. Le 3e totalise 59, le 2e 60 et le premier quartier qui totalise 61 points. Et ce quartier, c'est Dar Salam. La semaine locale artistique et culturelle du cercle de Diré s'est déroulée dans une grande cohésion sous le leadership du préfet, le lieutenant-colonel Abdoulaye Traoré. Merci les forces de défense et de sécurité pour votre promptitude. Encore merci à tous les donateurs qui ont contribué positivement à la réussite de cet événement.
Et ici, je vous rappelle que personne n'a gagné. C'est direct qui gagne. Et c'est la culture de direct qui gagne. Et ça nous permet de se préparer pour la phase régionale et la phase nationale. Le rendez-vous est donc pris pour la phase régionale à Tombouctou, où le cercle sera représenté par la troupe de Dar Salam, qui a brillé par son talent lors de cette semaine locale. À présent, le communiqué numéro 76 du gouvernement de la transition suite au décès de Mme Keïta Fatoumata Diallo, âgée de 82 ans, épouse de feu Modibo Keïta, premier président de la République du Mali, survenu le mardi 5 août 2025 à Bamako. Le gouvernement de la transition informe l'opinion que ces obsèques auront lieu le jeudi 7 août 2025 à 10h sur le terrain de football du Kampara à Djikoroni. Le gouvernement de transition, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et du peuple malien, réitère ses condoléances les plus émues à la famille de la défunte et implore Dieu de l'accepter au paradis, que la terre lui soit légère. Amen. Fait à Bamako le 6 août 2025. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.